Épée d'Omance, donne-moi la vision par-delà la vision. Tu te rappelles Cosmocats? Tu me prends pour qui? Tout le monde se rappelle Cosmocats. Ah bah oui, mais toi pour tes singles, tu as plutôt choisi de parler de sa successeuse, Silverhawks. Bah, pour cette raison-là, précisément. Tout le monde se rappelle Cosmocats. Son générique, son héros avec l'épée qui s'allonge, ses couleurs flashy, ses chara-design loufoques et ses... voix. Bordel, ses voix. Des voix space, il y en a aussi dans Silverhawks. J'ai pas dit que Silverhawks c'était mieux que Cosmocats. J'ai dit que tout le monde se rappelait Cosmocats et pas Silverhawks. Alors que moi, les corps en métal avec les visières qui jaillissent des visages et les ailes qui jaillissent des flancs, ça m'avait beaucoup plus profondément marqué que les gars à tête de chat dont le chef a une épée qui s'allonge et envoie un bas de signal dans le ciel. Solide le bas de signal. S'il y a un obstacle sur son chemin, il le casse. Ça peut servir de solution au soir. Enfoncez le commissaire Gordon. Du coup, Cosmocats. Désolé, c'est vraiment très dur de pas se disperser quand on parle de Cosmocats. Contrairement à Silverhawks, dont l'univers n'a aucun sens, mais où c'est très drôle de lui en chercher un, Cosmocats c'est juste un gros délire, sans ambition d'être plus qu'un gros délire. Mais qui, quitte à être un gros délire, l'est à fond. J'ai préféré Silverhawks, plus marquante, plus originale, plus atypique, plus récente, plus conceptuelle, mais en re-regardant pour cette vidéo, je dois bien admettre que Cosmocats mérite son plus grand succès. Du fait d'avoir une recette plus simple, elle explore davantage et est plus haute en couleurs. Cette simplicité de concept, combinée à cette extravagance décomplexée, explique et justifie que la série soit davantage passée à la postérité que sa petite sœur sur les justiciers de l'espace. Cosmocats a un côté cadavre exquis que Silverhawks a beaucoup moins. C'est pourquoi, autant j'ai été plus ou moins exhaustive sur Silverhawks, autant il y aura des tonnes d'éléments de Cosmocats qu'on sera obligé de passer totalement sous silence. Cosmocats c'est une série drôle, plaisante, et il faut attendre les saisons tardives pour commencer à avoir des épisodes un peu ennuyeux. En tout cas, elle a suffisamment marqué les esprits pour faire l'objet d'un remake sérieux en 2011 et d'une parodie à la Tintin Tango en 2020. Les résultats sont plus ou moins heureux. Pour être complètement honnête, la principale raison pour laquelle nous n'en parlons que maintenant est que ma première tentative de revoir cette série une fois adulte, faite avec Pesmé il y a des années, s'est soldée par un échec. Nous n'avons pas trouvé la force d'aller plus loin que ça. Je commence à comprendre ce qu'ils disent. Alors même qu'on avait résisté à ça, T'énerve pas, ils sont pas prêts de mettre le grappin sur toi, je suis là pour te protéger, n'aie pas peur, snarf, je suis là. et à ça. Il a fallu la parodie de 2020 qui est très drôle pour me motiver à passer outre et revoir cette série pour de vrai. De façon générale, les VF des années 80 c'est quelque chose, mais j'invite tous ceux qui se plaignent de Ken le Survivant à faire une cure intensive de VF de Cosmocats. La parodie de 2020 en question, Cosmocats Roar, est ce qu'aurait dû être Tintin Tango. Réellement drôle et réellement parodique. Elle a des gags qui fonctionnent en soi, même quand on n'a pas le contexte, mais ce qui alimente la plupart de ses scénarios est de relever une bizarrerie de la série originale pour faire un épisode comique. Vu que la série d'origine n'est pas spécialement sérieuse, on s'attendrait pas à ce que le fait de la parodier marche aussi bien. Généralement, les parodies d'œuvres comiques ont l'inconvénient d'être moins comiques que ce qu'elles parodient. Mais le profond respect et le grand amour avec lesquels Cosmocats Roar a été écrite font que ça fonctionne vraiment. D'ailleurs, Cosmocats Roar a repris à l'identique les musiques de la série d'origine. Y a pas que ça. La série des années 80 n'est pas sérieuse, mais pas au sens comique. Au sens, c'est n'importe quoi, donc au final c'est drôle. Abstraction faite de ça, c'est une vraie série d'action-aventure. Comme She-Ra par exemple. D'ailleurs, à contrario de Cosmocats Roar, qui est une parodie fidèle de la série des années 80, la série de 2011 a pris le même parti que la nouvelle série She-Ra. Reprendre quelques noms et concepts, mais pour en faire quelque chose de complètement différent et sérieux, en tentant de lui donner la profondeur que la série des années 80 était trop débile pour avoir. Comme pour She-Ra, nous regrettons qu'on n'ait pas saisi l'occasion de faire une version sérieuse de la série des années 80 plutôt que de changer l'intrigue, mais vu la simplicité du concept de la série d'origine, c'est moins dommage pour Cosmocats que pour She-Ra, et les idées de base lancées dans les 2 premiers épisodes de Cosmocats 2011 étaient prometteuses. Malheureusement, l'écriture n'a pas été au rendez-vous dans le reste des épisodes. Petite parenthèse sur les traductions respectives des 3 séries avant de les décrire en détail. La langue originale est l'anglais. Dans les années 80, seule la première saison de la série originale a été traduite. Pas fort bien, c'est parfois du Google Traduction avant Google Traduction. Sérieusement, il suffit de regarder 2 minutes pour deviner que l'épisode The Trial of Speed parle d'une épreuve de vitesse et non pas d'un procès de la vitesse. Mais ça veut rien dire enfin! Bref, la série originale a été traduite et la VF avait pris le parti de changer les noms des personnages à cette occasion.
Les Thundercats sont devenus les Cosmocats. La Yodo est devenue Starlion. Chitara est devenue Felibel. Pantro est devenu Panthero. Tigra est devenu Tigro. À chaque fois que quelqu'un l'appelle, on a l'impression que ce quelqu'un le traite de petit gros. Seuls Willy Kit et Willy Cat, les deux gamins de la bande, ont gardé leurs noms originaux. Bien évidemment, lorsque les saisons tardives ont fini par être doublées en VF, celle-ci a conservé les traductions. Notons au passage que ce doublage tardif s'est efforcé de garder l'état d'esprit années 80 avec la traduction sous crack où on parle de Gandhi, Napoléon et Tom Cruise. Mais les personnages comptent quand même l'argent en euros. Par qui commence-t-on? Par les mutants, voyons. Ces charmants bébés valent 1000 € pièce. Passons. Dans la série de 2011, la VF a dû choisir si elle respectait les noms de la VO ou reprenait la traduction des années 80. Elle a pris le parti bizarre de conserver les traductions de Tigro et Felibel, mais de respecter la VO pour Pantro et la Yodo. Sauf qu'ils choisissent de prononcer ça Lion-O, ce qui est... Lion-O, pourquoi t'es-tu arrêté? Bien plus que cela, Lion-O. incroyablement ridicule. Cosmocats Roar, ou plutôt Thundercats Roar, que nous ne sommes pas parvenus à retrouver en français mais que nous avons pu voir en français au moment de sa diffusion à la télé, a quant à elle gardé tous les noms originaux, la Yono, Chitara, Tigra et Pantro, et Thundercats. Vous pourrez sans doute le vérifier vous-même prochainement, étant donné que chaque fois que nous nous résignons à sortir une vidéo sur une série dont nous n'avons pas retrouvé la VF, celle-ci réapparaît miraculeusement quelques jours après notre publication. Pour des raisons de cohésion et de clarté, nous allons nous en tenir au nom des années 80 pour le reste de la vidéo. Ça vaut pour les personnages et pour les titres. Mais gardez en tête que selon la série, les personnages ne s'appellent pas forcément pareil, et que les séries de 2011 et 2020 s'intitulent en réalité Thundercats et pas Cosmocats. Cette formalité étant réglée, parlons enfin de nos trois séries. La série des années 80 raconte comment les éponymes Cosmocats, rescapés d'une planète détruite appelée Thundera, s'installent sur une planète qu'ils appellent la Troisième Terre, a priori parce qu'elle est la troisième planète de son système, mais il sera sous-entendu plus tard que c'est parce que c'est la troisième planète que leur peuple colonise, pour y reconstruire leur civilisation et apporter ses bienfaits aux autochtones. Ah, moi j'avais pas compris les sous-entendus comme ça. Pour moi c'est Troisième Terre au sens où elle a remplacé une deuxième Terre qui elle-même a remplacé la première Terre, notre Terre, et qu'on est donc dans le futur lointain. C'est sûrement clair dans la tête des scénaristes, mais ça l'est pas dans la série. Bref, les Cosmocats, fuyant leur planète détruite, sont malheureusement poursuivis sur la fameuse Troisième Terre par leurs ennemis jurés, les mutants de Plundar, qui décident de squatter aussi, le temps d'arriver à éliminer les derniers Thunderiens en vie. Patients, les habitants de la Troisième Terre regardent les belligérants s'affronter en s'efforçant de continuer à vivre tranquillement de leur côté. Mais le méchant local, qui est une momie, voit dans l'arrivée des Cosmocats une opportunité de s'emparer de leur trésor, l'œil de Thundera, qui est incrusté dans la garde de l'épée d'Omance, détenu par le seigneur des Cosmocats, et qui est censé conférer à son porteur un grand pouvoir. Plusieurs grands pouvoirs en fait, comprenant entre autres la divination, la communication longue distance et la magie du scénario. On y reviendra. Boubra, la momie, s'associe donc aux mutants dans l'espoir d'obtenir l'épée d'Omance. C'est l'épée des présages en fait. Les traducteurs des années 80 n'ont pas compris que Omens n'était pas un nom propre, et que ça se prononçait pas Omens. Je sais, mais on a dit qu'on se pliait à la traduction des années 80. Chaque épisode raconte une anecdote du jour impliquant un ou plusieurs Cosmocats, un ou plusieurs méchants, d'éventuels civils à protéger, même si par moments on se demande qui protège qui, et puis après le dénouement, il y a une morale pour se conformer à l'obligation légale des séries animées américaines des années 80 d'être éducative. Il ne faut jamais se fier à sa première impression. La confiance est quelque chose qui met un certain temps à s'établir. Et les nouveaux amis ne sont pas aussi faciles à trouver qu'on le croit. Cosmocats n'avait pas encore trouvé l'astuce qu'utilisera Silverhawks pour remplir cette formalité, et quoique moins artificielle que celle de She-Ra, Sonic ou G.I. Joe vu qu'elles sont incluses dans la narration, ces morales restent un peu étranges compte tenu de ce qui se passe dans les épisodes proprement dits. Car ces épisodes sont... comment les décrire? Amusant. On aura l'occasion de détailler un peu leur contenu quand on décrira ce que sont les personnages dans chaque série, mais pour rester dans le global, ils sont amusants, sauf quand la série se met en tête d'avoir une intrigue filée sur plusieurs épisodes. Elle est pas douée pour ça. Le quintuple épisode où Starlion, le seigneur des Cosmocats, doit prouver sa légitimité en accomplissant un rituel où il combat à tour de rôle chaque membre de son équipe dans son domaine de prédilection n'est pas si mal. Les quintuples épisodes vraiment nuls, c'est ceux de début de saison, où on essaye d'introduire un nouveau statu quo de manière ambitieuse, mais où le scénario n'est quand même pas suffisant pour justifier 5 épisodes. Même dans le quintuple épisode des épreuves de Starlion pour prouver sa légitimité, qui est meilleur parce que mieux structuré, un épisode une épreuve, les péripéties qui viennent compliquer les épreuves sont plus des stratégies pour faire durer qu'autre chose. Étant grande consommatrice de BD franco-belge, ce type de remplissage ne me choque pas, mais ça reste quand même symptomatique d'une incapacité de la part de cette série à avoir des scénarios complexes qui justifient 5 épisodes pour être traités.
Dame, c'est de sa simplicité que cette série tire son intérêt. Ses personnages sont simples, ses concepts sont simples, ses enjeux sont simples, et le conflit qui alimente l'intrigue est extrêmement simple. Tout le monde veut s'emparer de l'épée d'Omance, et a bien raison de vouloir le faire, parce que c'est une épée en scénarium qui peut résoudre absolument tous les problèmes. Faut juste trouver un prétexte plus ou moins bidon pour que les héros ne l'utilisent qu'à la fin de l'épisode. Autant dire que tous les effets d'écriture ont été investis dans le principal objectif de la série, être divertissante. Ça n'a pas l'air d'être de la négligence à la Ben 10, où on a fait de Gwen et Ben des cousins pour ne pas avoir à inventer un contexte qui justifie que deux enfants qui ne sont pas apparentés partent en vacances ensemble, et où on balance que le grand-père n'a jamais passé Noël avec ses petits-enfants sans se sentir tenu d'expliquer comment ça se fait. À chaque fois qu'il se passe un truc un peu étrange dans ce style dans Cosmocats, la série nous pond une explication. Une explication bancale ou bidon, pouvant être contradictoire avec d'autres détails de la série, mais une explication quand même. Les auteurs n'ont pas eu la flemme, ils ont juste estimé que pour faire une série divertissante, il fallait rester sur des concepts, des intrigues, des enjeux, des contextes extrêmement simples, et miser sur de la musique et des visuels des paysans. Et ils l'ont fait efficacement. Ceux qui ont été un peu moins efficaces, c'est quand même les diffuseurs. Les épisodes sont pas dans l'ordre. Ceux des épreuves, par exemple, sont complètement dispatchés dans le listing. Et le premier du quintuple est, accrochez-vous bien, l'antépénultième épisode de la saison 1. C'est assez embêtant s'agissant d'un des scénarios les plus sérieux de cette saison 1. D'autant que ce quintuple épisode se termine par la mort de Mumra, même s'il annonce sans ambiguïté que c'est une mort dont il se remettra assez rapidement. C'était probablement prévu pour être l'arc final de la saison. Après, va savoir quel est l'ordre chronologique des épisodes. En général, les éléments qui ont été introduits dans un épisode précédent sont pris en compte dans les suivants comme étant des éléments déjà rencontrés. Mais vu la désinvolture générale de nos protagonistes, ils ont tendance à réagir de la même façon quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois ou pour la 10e. Il y a du coup des infos qui nous sont balancées d'un seul coup au bout de plusieurs épisodes sans en avoir jamais fait mention. Par exemple que cette fille-là, qu'on croise régulièrement depuis le tout début, était en fait la reine de son village, et que ce type-là, en fait, est censé être un Yeti, et que nos héros ont des faiblesses bizarres qu'on n'a jamais évoquées avant. Avant, Tigro savait nager, non? Et depuis quand Panthéro a peur des chauves-souris? J'en sais rien, mais Cosmo 4 reprendra ça. On y reviendra. La question de la continuité entre les épisodes se pose car la série a quand même un degré de sérieux minimum. En fait, la façon dont elle s'équilibre entre sérieux et humour est atypique. Nos protagonistes, bien qu'ils soient d'odieux colonialistes venus soumettre les primitifs autochtones pour répandre les bienfaits de la civilisation thundérienne, et bien que la mort des figurants méchants ne leur pèse pas trop sur la conscience, sont de vrais héros qui affrontent de vrais dangers et sauvent les civils de vrais problèmes pouvant réellement compromettre leur sécurité. À côté de ça, l'un des dangers en question est qu'il y a une fissure au fond de l'océan qu'il faut boucher afin que la mer ne tombe pas au centre de la Terre. Je suis sérieuse. Cosmo 4 reprendra ça aussi. On y reviendra, je te dis. Bon, on n'est pas dans Silverox. Il y a peut-être des failles dans l'océan pouvant vider l'eau de la mer et de l'air dans l'espace, mais au moins, on tombe pas en bas. Ou alors lentement. Mais quand on tombe sur la troisième Terre. C'est la troisième Terre qu'il y a en bas de l'espace. Dans Silverox, c'était la Terre. C'est bien la preuve que la troisième Terre, c'est la Terre, et que Cosmo 4 se passe dans le futur, même par rapport à Silverox. Je dirais globalement que l'univers de Cosmocats a quand même plus de sens que celui de Silverox. Un peu plus. Un tout petit peu. Les graphismes de la série sont assez beaux pour justifier l'engouement du public, même si, comme on s'y attendrait pour une série des années 80, il y a parfois des problèmes d'animation. Les saisons 2 et 3, qui n'ont été traduites que tardivement, voient une évolution du statu quo. Dans la saison 2, on découvre que 3 Thundériens supplémentaires ont survécu à la destruction de la planète. Ils sont donc invités Fissa à devenir des Cosmocats. Cosmocats n'étant pas synonyme de Thundériens, on y reviendra. Dans la saison 3, accrochez-vous bien, Mumra a besoin de trouver quelque chose qui, malheureusement, était enterré sur la planète Thundera, laquelle a explosé. Il fait donc ce que toute personne raisonnable ferait à sa place. Il jette un sort aux débris de la planète pour que celle-ci se reconstitue et pour pouvoir creuser tranquillou son sol jusqu'à ce qu'il retrouve le trésor perdu. Pas de commentaire. Mais pourquoi il a pas plutôt cherché parmi les débris s'il... J'ai dit pas de commentaire. Bref, Thundera étant ressuscité d'entre les morts, ce qui au passage a eu pour effet de réparer le gyroscope qui maintient la gravité de la planète depuis son centre et de ressusciter l'espèce de sorcière qui s'en occupe, les Cosmocats, même s'ils se sentent tenus de continuer à protéger la troisième Terre, renoncent à la coloniser et préfèrent aller reconstruire leur civilisation sur sa planète d'origine. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'en fait, plein de Thundériens ont survécu et peuvent rentrer au bercail. Il y en a même qui sont habillés en gens du XXe siècle. Pas de commentaire. Pourquoi la gamine c'est Clémentine en version... J'ai dit pas de commentaire. Ces dernières saisons ont été traduites tardivement pour une bonne raison. Elles sont globalement moins intéressantes, surtout dans les derniers épisodes.
Mais comme dit précédemment, on notera que la traduction tardive, même si elle est, Dieu merci, beaucoup plus audible, s'est efforcée de coller au maximum à l'état d'esprit du doublage des années 80. Et on a rajouté un max. Que la pierre puissante tombe en poussière, que l'acier trempé se rouille et flétrisse, que le système informatique se change en écran bleu, que frappe la discorde. Certaines phrases, j'ai envie de les noter dans un recueil de perles des vieux dessins animés. Il y a des cavernes tellement froides que même les glaçons se couvrent pour y dormir. Il faut dire que c'est assez difficile de faire semblant que c'est pas une série des années 80. Bref, en voyant ça, par rapport à ce dont tu te souvenais quand tu étais petite, tu t'es pas dit « c'est chouette, mais ce serait bien que ce soit refait en sérieux » ? Non, j'avoue. C'est ce que t'avais pensé pour She-Ra pourtant. Oui, mais là, non. Dommage parce que quelqu'un a décidé d'essayer. Alors oui, mais non. Ainsi qu'on l'a précisé en début de vidéo, il a repris les personnages et quelques idées, il n'a pas oublié de faire des références à l'ancienne série et à d'autres, mais ce n'est pas la série des années 80 refaite en sérieux. C'est un tout nouveau concept, comme pour la nouvelle série She-Ra qui n'est pas la version sérieuse de la série She-Ra des années 80. À quelques détails près qui font un peu lever le sourcil, les 2 premiers épisodes sont prometteurs. Cette série a clairement de grandes ambitions. Mais au 3e épisode, son principal problème devient flagrant. La cohérence. Déjà la cohérence. Surtout la cohérence. Plus exactement la cohérence psychologique des personnages. Les scénaristes ont eu la naïveté de penser qu'ils pouvaient changer la personnalité des protagonistes au gré des scénarios qu'ils avaient envie de pondre ce jour-là, et le héros, Starlion, peut être d'un épisode sur l'autre la seule personne raisonnable et réfléchie de son entourage, puis une tête brûlée qui doit apprendre à réfléchir, puis un trouillard qui doit apprendre à être courageux et à lancer les derniers survivants de son espèce dans une attaque suicide parce que pour une raison obscure, le scénariste a décidé que c'était ça la bonne attitude à avoir. À défaut d'avoir une personnalité, il a un gimmick, mais même ça c'est bizarre. Son truc c'est que régulièrement avant la coupure pub, alors qu'une situation tendue se met en place pour le suspense, il dit « Ça commence mal, ça commence mal, ça commence mal, ça commence bien. » Mais c'est pas un gimmick ça, c'est une phrase bateau que tout le monde dit tout le temps. C'est comme le « Mais oui, suis-je bête » de Miss Martian dans Young Justice, c'est vraiment trop banal et courant pour marcher en tant que gimmick. Du coup, comme même son gimmick ne marche pas, Starlion ne marche vraiment pas en tant que personnage. Dit comme ça, on a l'impression que le problème ne concerne que Starlion. Mais non, il concerne la totalité des personnages. Le résultat, c'est un gloomy-boulga de situations qui s'enchaînent, avec des personnages auxquels on ne peut pas s'attacher car ils n'ont pas de cohérence psychologique, ce qui fait que la seule constante, c'est que chaque épisode raconte comment une partie du groupe, jamais la même, bloque la situation pendant 20 minutes en se conduisant de manière stupide et en empêchant la personne raisonnable, qui n'est jamais la même non plus, d'appliquer la solution simple qui permet de passer à l'étape suivante du scénario. C'est pas que les personnages de la série des années 80 étaient fabuleusement cohérents, mais c'était une série des années 80 avec des héros assez génériques qui vivaient des péripéties rigolotes, donc il n'était pas nécessaire que leur psychologie soit fouillée. Les ambitions de la série de 2011 rendent ce problème de cohérence rédhibitoire, car les auteurs avaient pourtant des idées, on le voit dans les épisodes. Sauf qu'au final, pas tant que ça. Il y a des moments où le manque d'inspiration est assez flagrant. Dans un épisode, on a la situation classique où un groupe doit pénétrer dans une tour pour récupérer un artefact, et où chaque étape contient une épreuve adaptée aux compétences d'un des membres du groupe, prouvant par là la légitimité de sa place dans l'équipe. Et seules les épreuves de Felibel et des Cosmochatons, Willy Kit et Willy Cat, sont réellement en rapport avec leurs compétences. Les autres, c'est un peu par hasard si c'est tel ou tel membre du groupe qui trouve la solution, et ça ne dénote d'aucune compétence de la part de ce membre. Pour ça, c'est un cliché hyper répandu, et ces personnages ont des compétences tellement définies qu'il y a un quintuple épisode dans la série précédente pour les définir. Aussi fort que Pantero, aussi rapide que Felibel, aussi malin que Willy Kit et Willy Cat, et aussi intelligent que Tigro. Me dis pas que c'était difficile de trouver une épreuve de force, une épreuve d'intelligence et une épreuve de capacité à être le chef de tout ce beau monde. Pour les péripéties du jour, ok. Mais dans le background, il y a des pistes pour camper une situation géopolitique intéressante dans cet univers. Mais cette situation géopolitique est aussi incohérente que le sont les personnages. Dans les premiers épisodes, l'espèce des héros, appelés ici tout simplement les chats ou les Thunderiens, forme une civilisation tyrannique qui maltraite les autres espèces, leur interdisant de se développer et de s'enrichir pour garder leur suprématie. Et Starlion est le seul à réaliser que c'est pas une bonne façon de se conduire. Le reste de la série fait comme si, en réalité, la civilisation Thunderienne était une civilisation de sagesse et d'empathie. Non, je suis désolée, on était là, c'est pas le cas. Les auteurs ont sincèrement cru qu'ils pouvaient changer les règles de leur univers et le caractère de leurs personnages au gré de leurs envies, sans que ça fasse décrocher le spectateur. Non, je suis pas d'accord pour dire que le reste de la série fait comme si. Le fait que les Thunderiens ont opprimé les autres espèces et que c'est une erreur que Starlion va devoir corriger pour qu'un monde meilleur puisse émerger de la défaite de Mumm-Ra est remis sur le tapis de temps à autre.
Mon diagnostic, et c'est là le deuxième problème principal de la série, est qu'elle a essayé d'être un feuilleton mature pour adultes, il y a des éléments sur lesquels on reviendra qui me paraissent en être la preuve, mais n'a pas du tout été à la hauteur de ces sujets. Ma théorie, c'est que, constatant qu'ils savaient pas trop comment poursuivre sur les 2 premiers épisodes prometteurs, ils ont juste laissé tomber et sont restés les bras ballants à mettre des trucs et des machins pas forcément cohérents entre eux, et en tout état de cause, pas satisfaisant du tout. Reste ce premier double épisode très prometteur et quelques idées intéressantes. Reste également le fait que certaines rencontres du jour sont très poétiques, et le fait que les hommages à la série d'origine sont bien pensés, donc on ne peut pas accuser les auteurs d'avoir été paresseux comme ceux de Ben 10. J'ajoute que les efforts sur le graphisme, qui est magnifique, et sur l'animation, qui est plaisante, ont été maintenus de bout en bout. Mais les auteurs n'ont quand même pas jugé nécessaire de respecter quelque chose d'aussi simple qu'une bible littéraire et des fiches personnages. C'est de l'incompétence. Mais pas le même type d'incompétence que dans Anatan et les enfants d'Okura. Les auteurs d'Anatan avaient réellement l'intention d'écrire une histoire. Ils savaient juste pas comment faire. Les auteurs de Cosmocast 2011 estimaient que l'histoire est quelque chose d'optionnel du moment qu'on a des chara-design très cool, de belles musiques, des gags tarte à la crème et un final qui parodie la prélogie Star Wars de manière complètement assumée. Si on vous résume le pitch, la série paraîtra meilleure qu'elle n'est. Alors juste une phrase. Consécutivement à la chute de l'Empire oppressif dont il est le prince héritier, Starlion doit regrouper des pierres magiques afin de vaincre Mumm-Ra, le conquérant intergalactique. Vous voyez, on reprend les mêmes héros et méchants que dans les années 80, mais dans un contexte qui n'a rien à voir. On vous livrera les différents éléments de scénario au fur et à mesure qu'on présentera ce que sont les personnages et comment ils changent d'une série à l'autre, mais on n'en fera pas une pub mensongère, sans compter qu'elle se termine sur une fin à la l'Empire contre-attaque, car elle n'a pas eu assez de succès pour avoir une saison 2 permettant de la conclure. Oublions donc immédiatement ce truc, et parlons de Cosmocats Roar. Cosmocats Roar est ce qu'aurait dû être Tintin Tango. Elle est drôle. Mais ça, on l'a déjà dit. C'est d'autant plus flagrant dans le crossover entre les deux. Toute question de ce qu'on pense de la série d'origine mise à part, si Tintin Tango avait été comme ça, on aurait effectivement été convaincu. Pourtant, comme évoqué précédemment, rien ne prédisposait particulièrement Cosmocats à être une bonne source de parodie. Silverhawks aurait été un choix plus évident. La première fois qu'on a vu Cosmocats Roar à la télé, je n'avais pas revu Cosmocats depuis ma petite enfance et la tentative infructueuse de revisionnage avec Pesmé. Ah, lui n'avait rien vu du tout. Ça ne nous a pas empêché de rigoler énormément. Donc cette série peut être appréciée quand on ne connaît pas la série originale. Mais elle est encore plus drôle à regarder après l'avoir revue, car elle fait énormément de références à sa grande sœur. Des références parfois très expertes. C'est rien de le dire, c'est limite des private jokes tellement c'est pointu. Vous voyez, dans la série originale, Mumm-Ra fait parfois appel à ce type, un robot foreuse qui creuse la terre pour trouver des diamants pour entretenir son forêt, afin de creuser la terre pour trouver des diamants pour entretenir son forêt. Quand Mumm-Ra a besoin que quelqu'un creuse un tunnel vers la tanière des Cosmocats, il convoque ce type, lui offre des diamants en échange d'un tunnel, le type creuse, ça sert généralement à pas grand chose, puis il cesse d'apparaître dans l'épisode. Il ne sert jamais à rien. Et donc Cosmocats Roar a pensé à parodier ça, le fait qu'il sert à rien. Ceci dit, ce type a dû marquer les générations, vu que ce robot foreuse apparaît aussi dans Cosmocats 2011. Il y sert un peu plus, si tant est que qui que ce soit serve à quoi que ce soit dans Cosmocats 2011. C'est l'exemple qui m'a le plus marqué, et donc le principal que j'ai retenu, mais Cosmocats Roar est vraiment bourré de clins d'œil de ce genre. Ils ont même trouvé un prétexte pour y parodier aussi Silverhawks, que les personnages adorent détester et regarder à la télé. It looks like we've learned another lesson about friendship. You've got that right, kid. Au final, je crois que tout dans la série des années 80 a été parodié par Cosmocats Roar, sauf la reconstruction de Thundera et les 3 Cosmocats additionnels. C'est au point qu'on se demande parfois si telle situation est en fait une parodie de telle autre. Cette série est drôle en soi, même quand on n'a pas le contexte, mais il faut avoir la série des années 80 bien en tête pour saisir toute l'ampleur de son génie. C'est difficile de déterminer avec certitude ce qui fait que Cosmocats Roar marche mieux sur nous que Tintin Tango. C'est peut-être le fait que c'est bien. Personnellement, je crois que ça tient à quelque chose de très simple. Le fait que c'est bien. Dans les épisodes de Cosmocats Roar, il se passe réellement des choses. Ça a beau être parodique, il y a quand même de vraies scènes d'action avec des plans séquences un peu ambitieux. C'est de l'épopée parodique, pas seulement de la parodie d'épopée. Le fait d'avoir gardé les musiques de la série des années 80 y contribue. En revanche, un aspect auquel on ne s'attend pas forcément dans une parodie comme Roar est sa gestion très particulière de l'humour noir. On est censé rire du malheur des personnages tristes et en même temps apprécier le réconfort que les héros tentent de leur apporter. À un moment donné, par exemple, les méchants sont obligés de détruire leur propre planète pour sauver leur peau. Ils sont très malheureux d'avoir dû le faire, et on est censé estimer que c'est drôle parce qu'ils ne l'ont vraiment pas volé. Mais à côté de ça, les héros sont toujours super gentils avec eux vis-à-vis de cet événement, donc la série ne fait pas du tout semblant que c'est pas grave ce qui arrive aux méchants. Elle nous demande juste d'en rire parce que c'est vraiment des sales cons et que c'est bien fait, et simultanément, de suivre un scénario dont l'enjeu est de les consoler de leur malheur. L'essentiel du contenu des épisodes vient de la série originale, mais il y a tout de même 2 sous-intrigues inédites. 2. Et l'intrigue romantique entre Panthéro et la femme chauve-souris du château d'à côté. Elle est là pour faire référence au fait qu'on a déclaré dans la série originale que Panthéro avait la phobie des chauves-souris. Cette phobie, qui sort complètement de nulle part dans la série des années 80, est très utilisée dans Roar, entre autres avec une intrigue filée sur plusieurs épisodes. Car Roar trouve le moyen d'avoir une continuité plus sérieuse que ses 2 prédécesseuses, alors que c'est une parodie.
Non, je parle bien de 2 sous-intrigues purement nées du délire de la série, sans que ça se réfère à quoi que ce soit de la série des années 80, ou alors quelque chose m'a vraiment échappé. Du coup, la première intrigue, c'est celle de Starlion. Vu que Ro a gardé les noms originaux, elle s'appelle Lioness, et si on avait gardé la logique de traduction des années 80, ça aurait donné Starlion. Une fille lion, extrêmement douée mais peu recommandable, cambrioleuse de son état, et qui partage avec Starlion une passion pour les épées. Elle a avec Starlion un peu la même relation que Doug Jody avec Jake dans Brooklyn Nine-Nine. Ils s'apprécient réellement sincèrement, mais elle est une voleuse, et lui est plus ou moins l'équivalent de la police sur la troisième terre. Donc l'épisode se termine toujours par Starlion ayant eu tort de croire à sa potentielle rédemption. Amorce d'intrigue à la Dating Catwoman? Non, on finit par apprendre au détour d'une réplique de fin d'épisode que Starlion est la sœur disparue de Starlion, dont il ne soupçonnait pas l'existence. En même temps, vu le nom et le caractère, on aurait dû s'en douter. La seconde intrigue est réellement une intrigue à la Dating Catwoman, entre Tigro et Mumbra. Elle est mignonne. Je dis ça au premier degré. Oui, Mumbra est un méchant très méchant, et Tigro un héros incorruptible. Mais Roar a réussi à rendre leur attirance respective, fondée sur un goût commun pour les choses raffinées et ordonnées, crédible. Ça ne pourrait pas fonctionner dans une série non parodique, mais cette attirance, à laquelle ils essayent désespérément de résister de toute leur force, devient sérieusement touchante à force d'être traitée au premier degré. Les protagonistes eux-mêmes la trouvent sérieusement touchante. Quand Mumbra se transforme en fleur qui parle pour séduire Tigro, sortir avec lui, le demander en mariage et obtenir ainsi que Starlion vienne bénir leur union avec l'épée d'Omance, lui offrant ainsi l'occasion de s'en emparer, la seule chose que retiennent les Cosmocats, c'est qu'ils n'auraient pas fait un plan aussi alambiqué s'ils n'avaient pas eu besoin d'un prétexte pour sortir avec Tigro pendant plusieurs mois. Mumbra conteste bien sûr, les deux contestent pendant toute la série, c'est ce qui rend leur sentiment pardonnable. Pour être complètement honnête, Mumbra se change bien en fille fleur pour aborder Tigro dans la série des années 80. Mais c'est pour lui dealer de la drogue et le rendre inefficace au combat. Et contre toute attente, Mumbra a aussi des moments mignons dans la série des années 80. Si, à partir de la saison 2, il a un chien avec qui il a des moments mignons. Juré! D'ailleurs, ce chien, il le rencontre et l'adopte dans Roar. Grâce à Tigro! Plus exactement, c'est parce qu'il espionne Tigro en essayant de se convaincre que c'est pour apprendre des informations sur ses ennemis et pas par intérêt, qu'il apprend que celui-ci donne un chien à adopter. Ces deux intrigues, celle de Starlion et celle de la romance Tigro-Mumbra, n'ont pas de conclusion, car la série n'a pas de fin. C'est pas plus mal. Une fin aurait rendu ça tout à fait sérieux, et une intrigue sérieuse aurait été trop d'en haut. À la place, on finit par un épisode de Noël, qui n'est pas le dernier dans la chronologie, mais est le dernier du listing, ce qui donne l'occasion d'avoir à la fin un montage avec plein de personnages rencontrés au cours de la série qui ouvrent leurs cadeaux. Et oui, Mumbra reçoit un cadeau de Tigro pour Noël. En décrivant les séries de manière globale, nous sommes passés sur pas mal de détails. Mais nous vous en fournirons davantage en décrivant individuellement chaque personnage et ses évolutions dans les 3 séries. En commençant par Starlion. À vue de nez, Starlion est un héros générique de série des années 80, grand, fort, courageux et assez peu caractérisé. Sauf que non, le Starlion des années 80, c'est plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça, en fait, c'est très facile à résumer. Le Starlion des années 80 est un gamin enfermé dans un corps d'adulte. Par chance, il est exceptionnellement mature pour son âge, donc ça ne se voit pas et c'est facile à oublier. Mais s'il fait preuve d'impulsivité, de candeur ou d'inexpérience, on s'en rappellera. C'est un gamin, et d'ailleurs, les méchants font occasionnellement allusion à sa jeunesse. Revenons au début de la série. La planète Thundera vit ses derniers instants, mais le conseiller royal, Jaga, a réussi à s'échapper dans un vaisseau en compagnie du prince héritier âgé de 10 ou 12 ans, Starlion, ainsi que plusieurs membres de la garde royale, Felibel, Tigro, Panthéro, Wilikit et Willicat. En effet, le terme Cosmocats désigne la noblesse chargée de protéger le prince, des sortes de chevaliers quoi. Comme on a dit, c'est pas un synonyme de Thunderien. Deux de ces chevaliers sont des enfants parce qu'ils sont particulièrement doués dans leur domaine. On y reviendra. Bref, les rescapés ne sont pas au bout de leur peine parce que leur vaisseau est en perdition, mais il y a une solution. Mettre l'équipage en léthargie le temps d'aller s'écraser sur la planète viable qu'ils ont repérée peu avant, la 3e Terre. La manœuvre nécessite que quelqu'un reste aux commandes du vaisseau pendant que les autres sont en sécurité dans leur capsule de léthargie. Jaga se porte volontaire. Il explique que passé les premières phases de manœuvre qu'il doit assurer, le trajet vers la 3e Terre va durer très longtemps, et autant les capsules ralentissent le vieillissement de leurs passagers, autant elles ne l'arrêtent pas complètement, et lui, Jaga, n'a plus beaucoup d'années devant lui. S'il hiberne, il ne se réveillera pas. Foutu pour foutu, il préfère se servir de ses derniers instants pour sauver ses compagnons. On fait donc ainsi, et un temps indéterminé plus tard, les débris du vaisseau et les capsules qu'il contient s'écrasent sur la 3e Terre, permettant à Starlion de se réveiller. Comme Jaga l'a prédit, il a continué à vieillir pendant son sommeil et a maintenant un corps d'adulte. Vachement bodybuildé, malgré le fait d'avoir passé ses années à dormir. Et Willikit et Willicat, eux, n'ont pas vieilli parce que... 2 possibilités. La première, c'est qu'ils ne soient pas des enfants mais des nains. Ça aurait également le mérite d'expliquer pourquoi ils font partie de la garde royale. Mais ça ne colle pas.
Ils ont un caractère d'enfant, sont traités par les autres Cosmocats comme des enfants, et leur surnom est les Cosmo-chatons. Deuxième possibilité, Jaga a complètement entubé ses amis pour qu'ils le laissent se sacrifier. Et en réalité, les capsules sont bien censées arrêter le vieillissement. C'est juste celle de Starlion qui a mal fonctionné. C'est la seule explication qui marche vraiment, mais quelle putain de coïncidence quand même! Mine de rien, ce qui définit Starlion dans la série des années 80, c'est ça. C'est un enfant enfermé dans un corps d'adulte. C'est perturbant, aucune des autres séries n'a conservé ce détail, mais ça permet de justifier tout. Le fait qu'il soit assez peu caractérisé, le fait qu'il soit un peu impulsif et candide comme beaucoup de héros de cette époque, le fait qu'il soit très à cheval sur ses valeurs, le fait qu'il fasse de l'alpinisme pour se distraire quand il s'ennuie, le fait qu'il a encore besoin de mériter son titre de seigneur des Cosmocats malgré le fait d'être le héros principal. Mais du coup, les 1 ou 2 moments où on sous-entend qu'il pourrait y avoir une intrigue romantique entre lui et Félibel sont assez malsains. Heureusement, la série ne s'intéresse pas aux intrigues romantiques, donc ça reste de rares allusions. D'ailleurs, il y en a tout autant entre Félibel et Tigro. La jeunesse de Starlion n'est pas un obstacle à son efficacité en tant que chef, vu qu'il a un fantôme de Jedi de compagnie qui lui souffle les bonnes réponses quand il les a pas, on y reviendra. Par contre, lors des apparitions de ce fantôme de Jedi, Patrick Poivet, qui se rappelle que le personnage qu'il double est en réalité un enfant dans un corps d'adulte, s'efforce d'adopter une diction qui retranscrive la jeunesse du personnage. Le résultat est... rigolo. Oh, Jaga, 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 Jaga. Tu es là? Dans Cosmocats 2011, Starlion sort tout juste de l'adolescence, donc il resterait justifiable qu'il fasse preuve d'inexpérience et d'immaturité s'il était cohérent dans son caractère et s'il ne désapprenait pas les leçons apprises à l'épisode précédent chaque fois que l'envie en prend au scénariste. Il est très difficile de le décrire, vu que son caractère, ses centres d'intérêt, son rapport aux femmes et à ses compagnons changent au gré des épisodes, mais s'il y a une constante, c'est qu'il a beaucoup de mal à se faire reconnaître comme héritier légitime du trône de Thundera, puis comme seigneur légitime des Cosmocats, et qu'il doit apprendre des leçons de vie qui lui permettent de devenir un bon seigneur et de faire respecter son autorité. Respectez mon autorité! Les raisons pour lesquelles il a du mal varient selon les épisodes, et les leçons en question aussi. De toute façon, même s'il les apprend, il devra de nouveau les apprendre quand ce sera de nouveau le sujet du scénario. On est vraiment pas rendu. Bon, Starlion est le fils cadet de Claudius, le seigneur de Thundera, capitale du royaume des chats. Pas celui-là. Il fallait la faire, vous nous en auriez voulu sinon. Son père, son peuple, sa cour, tout le monde estime que son frère aîné, Tigro, serait un bien meilleur seigneur que lui. On mettra 17 épisodes à nous expliquer que si c'est pas l'aîné l'héritier du trône, malgré cet avis général, c'est parce que cet aîné est adopté. On pouvait certes s'en douter au fait que c'est un tigre alors que son père et son frère sont des lions, mais comme on ne nous explique pas les règles de la génétique dans cet univers, c'est vraiment pas si évident que ça. Dans les premiers épisodes, si Starlion est à ce point détesté par tout le monde, c'est parce que les Thundériens sont des espèces de Spartiates qui prônent la force physique et la combativité, alors que Starlion, lui, est plutôt un intellectuel et un doux rêveur. C'est même un vrai geek. Quand il a du temps libre, il écume les bas quartiers de Thundera à la recherche de traces d'artefacts fabriqués grâce à un savoir aujourd'hui disparu, et que les Thundériens, dont la civilisation est fondée sur la magie, considèrent comme une légende, la technologie. Oui, les Thundériens utilisent des arcs, des catapultes, des armes forgées, des outils en tout genre, et même des instruments de musique, mais à part ça, la technologie est une légende. Je pense que par technologie, la série veut dire appareil électrique. Oui, mais candidement, elle dit technologie au lieu d'électricité ou électronique. Je pense que les créateurs se sont crus originaux en faisant non pas un monde où la magie a disparu pour être remplacée par la technologie, mais un monde où la technologie a disparu pour être remplacée par la magie. Sauf qu'un monde civilisé sans technologie, c'est juste pas possible. Même les dinosaures du petit dinosaure utilisent des bâtons comme levier et des pierres comme jouets. Pour faire une série réellement sans technologie, il faudrait que nos héros dorment à la belle étoile, vivant de cueillette, de chasse et de pêche pratiquée à main nue, tout nus, sans vêtements, et n'utilisent jamais aucun objet dans le cadre de leurs interactions sociales. Donc ce serait chiant, quoi. Oui. Bah, cela dit, au début de la série des années 80, lorsqu'ils fuient leur planète, les Cosmocats sont tout nus. Bizarrement, c'est largement ignoré ensuite et dans les autres séries. En tout cas, pour ce qui est de la série de 2011, vous pouvez oublier l'épée d'Omance, la cité fortifiée des Thundériens, l'armée d'archers postée sur les remparts, parce que la forgerie, l'architecture, l'archerie, tout ça, je regrette, mais c'est de la technologie. Bon, ça va, on a déjà suffisamment de choses à reprocher à cette série, on va pas s'attarder sur des questions de vocabulaire. Pourquoi pas? Bref, c'est à cause de cette geekitude que Starlion est mal aimé dans les premiers épisodes. Pas seulement, Tigro lui reproche aussi de ne pas savoir prendre des décisions, et au moment où il le dit, il n'a pas tort. En effet, Starlion a eu, grâce à l'épée d'Omance, une vision comme quoi un grand danger menaçait Thundera, ne l'a révélé à personne parce qu'il craignait, non sans raison, qu'on ne le croit pas et qu'on se moque de lui, et du coup, la catastrophe est arrivée sans que personne ne l'empêche. Tigro lui fait savoir que c'est à cause de ce genre de réaction qu'il ne peut pas être roi, et ça se défend. Mais il est le premier à dire que c'est ça le problème. Les reproches qui ont été faits à Starlion jusqu'alors étaient tout autres. Ouais, en fait, dès le premier double épisode, on aurait dû se douter qu'il allait y avoir un truc pas net avec cette série. Il n'y a que 2 êtres au monde qui estiment que Starlion doit être roi, et malheureusement pour Thundera, ce sont les 2 êtres dont la vie compte plus que celui de tout le monde.
D'abord, il y a Jaga, le conseiller royal, qui encourage Starlion à se fier à son instinct et à s'écouter. Et ensuite, il y a l'épée d'Ormance. L'histoire ne dit pas comment l'épée a manifesté sa préférence pour Starlion au détriment de Tigro, mais Tigro parle du fait que l'épée a choisi Starlion, donc elle a dû le manifester d'une manière ou d'une autre. Ça donc, c'est le premier double épisode. Dans les suivants, Starlion prend la tête des Cosmocats, c'est-à-dire de la poignée de survivants du sac de son royaume dans l'épisode 2, et le jour où l'épisode a envie de montrer que dans la vie il faut réfléchir, il devient une tête brûlée qui fonce tête baissée dans le tas sans réfléchir, mettant en danger son groupe, et le jour où l'épisode décide que dans la vie il faut être courageux, il devient un trouillard qui préfère éviter le danger, épuisant son groupe dans une fuite éternelle. Le groupe proteste à corps et à cri jusqu'à ce que Starlion daigne se conduire comme l'épisode du jour a décidé qu'il devait se conduire. Sauf qu'objectivement, la décision intelligente n'est pas toujours celle que l'épisode dit qu'elle est, donc il n'est pas rare que de notre point de vue, ce soit le Starlion de début d'épisode qui a raison, pas celui de fin d'épisode. Franchement, c'est complètement idiot de charger une armée entière quand on est 6 dont 2 enfants et un animal de salon. Et si la boussole indique que le bon chemin conduit au sommet de la montagne, ça n'a rien de stupide de vouloir atteindre le sommet de la montagne. Un autre truc que je pense que la série essaye de nous dire sur Starlion, c'est qu'il est un peu titillé par ses hormones et se fait facilement manipuler par les jolies filles. Sauf que même là, son attitude varie d'un épisode sur l'autre. À un moment donné, il peut se montrer complètement immature, voire enfantin face aux filles, et à d'autres moments, se conduire de manière exceptionnellement mature. Quand la fille qui lui a fait un rentre-dedans et honté pendant toute la série finit par sortir avec son frère en déclarant avec la plus parfaite mauvaise foi qu'il a mal interprété son attitude, il va lui parler posément pour lui expliquer que non, il n'y a pas moyen qu'il ait mal interprété, elle se conduisait quand même de manière vachement explicite, et sans s'énerver, alors qu'il en aurait toutes les raisons. Ce geste d'aller lui parler posément après s'être fait jeter est d'une étonnante maturité, et c'est cette séquence, vers le milieu de la saison, qui me donne à penser que la série ne se destinait pas à un public enfant ou adolescent, mais bien aux jeunes adultes. J'en suis quasiment sûr. C'est juste que comme j'ai dit, ce projet s'est effondré d'une manière ou d'une autre, et ils ont laissé tomber. Je pense qu'on pourrait trouver des dialogues similaires dans des sitcoms pour ados comme Sauvé par le Gong ou La fille de l'équipe. Donc non, ce dialogue n'est pas forcément symptomatique d'une volonté de cibler les adultes. Et quand bien même tu aurais raison et que la série se serait effondrée sous le poids de ses ambitions, pourquoi avoir fait l'impasse sur la cohérence? À la limite, si tu m'avais dit qu'ils avaient pensé qu'ils pouvaient faire de la merde parce qu'ils écrivaient pour les enfants, j'aurais pas aimé mais j'aurais compris. Là en gros t'es en train de me dire qu'ils ont trouvé que c'était acceptable de faire de la merde quand on écrit tout court. L'un dans l'autre, je suis pas complètement sûr que ta théorie les rende plus pardonnables. Passons. Dans Cosmocats Roar, la question de si Starlion est un adulte dans un corps d'enfant n'est pas évoquée, donc on suppose que non. Par contre, son caractère est bien celui d'un enfant. Il a un bon fond, mais il a du mal à se concentrer sur plusieurs choses à la fois, est particulièrement agité, un peu con, façon Luffy, sauf qu'on n'est pas dans One Piece, donc sa stupidité n'est pas en réalité une connexion à la vérité suprême de l'univers, à moins que le gag soit plus drôle comme ça. Comme de toute façon l'ensemble de son entourage a des travers, il ne fait pas tâche dans son équipe. Attardons-nous sur Tigro à présent. C'est sans doute le personnage qui change le plus d'une série sur l'autre. Dans la série des années 80, il est assez peu caractérisé. La VF des saisons tardives lui donne un accent snobidard qui donne à penser que les auteurs le voyaient comme une espèce d'intellectuel, mais ce n'est pas si flagrant que ça. Il a le pouvoir de se rendre invisible grâce à son fouet magique, et il a des pouvoirs psychiques qu'il n'utilise jamais parce que... Cette faculté de créer des illusions ou des mirages le fatigue terriblement. Mais bien sûr. Soit dit entre parenthèses, dans le quintuple épisode des épreuves où Starlion doit être fort comme Panthéro, rapide comme Félibel, rusé comme les Cosmochatons et intelligent comme Tigro, comme vous venez de le constater, par intelligent, il fallait comprendre que Tigro a des pouvoirs psychiques. En fait, la grande supériorité de la série des années 80 sur celle de 2011, c'est que les auteurs de 2011 ont cru qu'ils pourraient faire illusion, alors que ceux des années 80 savaient qu'ils seraient trop cons comme des huîtres pour être à la hauteur du intelligent comme Tigro. Alors ils ont opté pour une approche intelligent égale faire bzzz avec son cerveau. Le sérieux n'était pas la vocation première des séries des années 80. Tigro est l'autre héros, c'est-à-dire le protagoniste générique des années 80 qu'on utilise quand on veut que ce soit pas Starlion. Visiblement, sa fonction au sein de l'équipe est d'être l'architecte. C'est lui qui a conçu les plans de la tanière des Cosmocats, même si c'est Panthéro, l'ingénieur, qui l'a équipé de sa technologie. Le truc le plus marquant sur lui dans cette série, c'est son thème musical, qui est le thème le plus classe de tous les thèmes des années 80. Oh, tu m'excuseras, mais tu sais, on se lasse de tout, vieille branche. Du coup, je soupçonne que l'intention première était de faire de Tigro l'équivalent de Lucas dans Monster Rancher. Mais finalement, au fur et à mesure que la série s'est écrite, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et il a fini par devenir ce qu'il y a de plus proche de Jack William Dalton dans l'équipe de la première saison. Il faudra attendre les nouvelles recrues pour avoir un personnage encore plus évanescent que lui. Dans Cosmocats 2011, c'est très simple.
Tigro, c'est Blue de Pokémon Rouge. Si Starlion prend Salamèche, il prend Carapuce. Si Starlion prend Carapuce, il prend Bulbizarre. Si Starlion prend Bulbizarre, il prend Salamèche. Entendez par là que dans les épisodes où Starlion veut foncer dans le tas, il est celui qui prône la réflexion. Dans les épisodes où Starlion veut réfléchir, il est celui qui réclame moins de réflexion et plus d'action. Dans les épisodes où Starlion veut atteindre le sommet de la montagne, il est celui qui estime qu'il ne faut pas même s'il n'a pas d'alternative à proposer. Il n'y a qu'une seule constante, il est insupportable. Il est profondément imbu de lui-même, ce qui est plutôt normal pour quelqu'un à qui on clame depuis son enfance qu'il est meilleur que son frère, et assez remonté, ce qui est plutôt normal pour quelqu'un qui est passé du statut d'héritier au statut de suppléant à la naissance de son frère. Mais le résultat, c'est qu'il passe son temps à critiquer Starlion sans pour autant l'aider, ce qui fait généralement stagner la situation pendant tout un épisode. Malgré ça, la série estime que ce qu'il fait de plus grave, c'est convaincre Félibel de le préférer à Starlion. Plus exactement, un personnage censé être l'archétype du sage décrit ça comme la pire trahison qu'un frère puisse faire à un autre frère. On est donc censé considérer que c'est plus grave que de jeter son frère dans un trou et d'envisager sérieusement quelques minutes de l'y laisser, ou saboter son autorité en le ridiculisant devant tout son peuple dans une compétition. Tigro est persuadé d'avoir toujours raison et que Starlion a toujours tort. Ce qui, vu comme les personnages changent du tout au tout d'un épisode sur l'autre, arrive par décision arbitraire des scénaristes que ce jour-là c'était Carapuce qu'il fallait choisir et ce jour-là Salamèche. La série étant incohérente, ce qu'on est censé penser de Tigro est ambigu. Je pense qu'on est censé se méfier de lui car il a un côté un peu Loki, mais d'un autre côté qu'on est censé le trouver plus mature et avisé que Starlion. En tout cas assez pour estimer satisfaisant que Starlion perde systématiquement contre Tigro lorsque l'occasion de les opposer se présente, et que la conclusion de l'épisode aille souvent indûment dans son sens. Et ce malgré le fait qu'au début de la série, c'est Starlion qui était contre l'oppression des lézards par les chats et Tigro pour. Le problème avec l'idée que Tigro soit plus intelligent que Starlion, c'est que la façon dont les épisodes sont construits fait qu'il ne peut jamais y avoir plus d'un personnage intelligent à la fois. Donc ça fait que tous passent la majeure partie de leur temps à être assez cons. Donc, la plupart du temps, Tigro est assez con. C'est dans Cosmocats Roar, paradoxalement, que Tigro est le plus développé, et le plus intéressant. Parce que c'est terrible, il a fallu attendre la parodie pour qu'une personnalité lui soit construite avec un peu de rigueur. Tigro est clairement le plus âgé du groupe, mais même durant son enfance, il était le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, donc il ne comprend pas trop que ses compagnons, surtout Starlion, préfèrent jouer dehors et se bagarrer plutôt qu'étudier et profiter des plaisirs raffinés des choses de l'esprit. Comme, suite au décès de Jaga, il a hérité du rôle de formateur auprès du jeune seigneur des Cosmocats, il s'efforce d'enseigner à Starlion tous les savoir-faire, culture et connaissances nécessaires à sa fonction de dirigeant. Ce rôle, qu'il prend très au sérieux et qui lui tient très à cœur, se heurte au fait que Starlion est un gros gamin insouciant et agité, et met sa patience à rude épreuve. En outre, étant plus adulte que tous les autres Cosmocats, il est aussi le seul qui se préoccupe de l'hygiène dans la tanière, et passe des heures à nettoyer le résultat des frasques de ses équipiers, sans jamais recevoir le moindre remerciement. Dans ces circonstances, difficile de rester indifférent quand quelqu'un, fût-il ton pire ennemi, te complimente pour tes talents d'homme de ménage. Dans l'ensemble, Tigro est un personnage qui marche assez bien. D'abord parce que c'est un personnage sérieux dans une série parodique, qui joue le rôle du clown blanc un peu décalé au milieu de la bande d'Auguste. Ensuite parce qu'on a de l'empathie pour lui. Même paradoxe qu'avec les malheurs des méchants. Les personnages et le scénario sont unanimes sur le fait qu'on est censé le considérer comme un loser. Mais le gag autour de lui fonctionne principalement sur le fait que ce jugement est parfaitement arbitraire, et objectivement, Tigro a souvent plutôt raison. Cet aspect clown blanc mis à part, Félibel a grosso modo le même sort que Tigro dans les trois séries, à ceci près qu'elle a été sauvée de l'évanescence dans la série de 80 par le fait d'être la seule femme adulte du groupe. À cause de ça, en sus de sa super vitesse, elle a un sixième sens qui fonctionne quand le scénario l'a décidé et comme le scénario l'a décidé, mais qui au moins, contrairement au pouvoir psychique de Tigro, est tout de même évoqué régulièrement. Dans 2011, elle est insupportable pour à peu près les mêmes raisons que Tigro, sauf qu'en plus, elle aguiche le héros pour finalement décréter qu'il avait mal interprété ses gestes. Je pense qu'on est censé lui donner raison, mais à cause de l'incohérence sur son passé commun avec Tigro et Starlion, ça marche pas du tout. Sa rapidité est innée, mais le fait que ça se manifeste comme un super pouvoir, ainsi que ses facultés psychiques, viennent du fait que c'est une Jedi. On appelle ça une clérique dans cet univers, mais allez, c'est des Jedi, et Jaga est leur grand maître. Dans Cosmocats Roar, on en a fait un personnage vachement différent, et plus intéressant, comme Tigro, là encore. Je sais pas si intéressant est le terme, mais en tout cas, c'est une interprétation inattendue de son personnage. Du fait de sa super vitesse, elle est quelqu'un de très fier et très combatif, donc ce qui la définit en premier lieu, c'est d'être une battante dans tous les domaines. Elle ne supporte pas la défaite et réagit très mal le jour où quelqu'un réussit à la voir. C'est à l'issue d'une défaite à la course qu'elle finit par se lancer dans les affaires et devenir la femme la plus riche de la Troisième Terre. Tiens, bah ça non plus, ça ne fait allusion à rien de particulier dans la série d'origine. Ok, mais c'est pas plus un aspect du personnage qu'une sous-intrigue ? Bah ça joue un rôle dans plusieurs épisodes. Admettons. Sinon, son super pouvoir psychique est évoqué également, comme un truc dangereux qu'il ne faut surtout pas utiliser. Ça donnera lieu à un épisode hilarant sur le Téléthon. Demandez pas, c'est Cosmocats Roar.
Dans la série d'origine, le fait qu'elle soit une femme adulte n'est pas utilisé que pour lui mettre un sixième sens. Ça sert aussi à ce qu'elle soit la seule à aimer l'or, que les mâles Cosmocats jettent parce qu'ils le voient comme un déchet qui empêche le Tundrillium d'être pur. Tundrillium, Kizako? Le Tundrillium, c'est le matériau radioactif qui sert de source d'énergie à la technologie des Cosmocats. À ne pas confondre avec le Tundranium qui, lui, émet des radiations nocives aux Cosmocats, leur faisant perdre toute leur force, leur kryptonite quoi. Il faudra attendre Cosmocats Roar pour avoir une explication à ce sujet. Du coup, on a passé la série des années 80 à croire que c'était la même chose, avec juste des incohérences de traduction d'un épisode sur l'autre, et que leur source d'énergie était en même temps quelque chose de nocif pour eux dans certaines conditions. Bon bref, du Tundrillium par chance on en trouve sur la 3ème Terre, mais mélangé avec un sale truc, l'or, qu'est-ce que c'est que ce déchet, faut vraiment être une meuf pour s'y intéresser. Faut croire. Felibel ramasse les pépites d'or parce qu'elle trouve ça joli, mais elle n'en fait rien. D'ailleurs, toute meuf qu'elle soit, elle ne correspond pas au cliché des meufs comme on en voit dans Club BCBG. Elle porte toujours la même tenue. À un moment, on voit sa penderie pour constater qu'elle a 15 000 fois le même costume. Alors qu'encore une fois, dans l'épisode 1, elle était toute nue. Le sérieux n'était pas la vocation première des séries des années 80. Les transformations que subit le 3ème adulte du groupe, Panthéro, sont également drastiques mais davantage influencées par ce qu'il était dans la série d'origine, c'est-à-dire l'homme fort, stoïque et doué en mécanique, qui développe un caractère ronchon au fil des saisons. Il devient la grosse brute avec un sale caractère et un esprit étroit et rustre, mais doué en mécanique dans la série de 2011, et dans Roar c'est plus ou moins Tails de Sonic Boom avec une attitude plus masculine. Il est doué en mécanique et passionné par ce qu'il fait, très enthousiaste, et pas beaucoup moins enfantin que Starlion. Felibel ne l'est pas non plus, tu me diras. Outre son talent pour la mécanique, qui est une constante des 3 séries, ce qui me fait dire que son interprétation dans les autres séries est davantage influencée par son caractère de celle des années 80, c'est que là où les adultes de la série de base sont tous badass, le caractère de Panthéro fait que c'est lui le badass, au singulier, donc campé comme tel dans 2011 et dans Roar, où en dépit du sérieux de Tigro et de l'insouciance de Panthéro, Tigro essaye d'être classe mais n'y arrive pas, Panthéro n'essaye pas mais y arrive parce que c'est sa nature. Ça en fait un personnage très marrant. Il était déjà marrant dans la série des années 80, avec sa désinvolture typique de badass qui sait qu'il est badass et peut se permettre d'être culotté. Tu ne peux pas les guider jusqu'ici? Tous les manuels te répondront non. Mais je ne lis jamais les manuels. Le sérieux n'était pas la vocation première des séries des années 80. Ah mais Panthéro est sérieux quand il dit qu'il ne lit pas. Un autre épisode précise qu'il n'aime pas la lecture. Sinon, il a peur des chauves-souris. On le saura. Ça sort de nulle part le jour où le scénario a besoin de toute urgence que chaque héros ait un point faible. Ça a dû marquer les scénaristes de Cosmocats Roar, car comme on a dit, ils en feront tout un sujet, en le faisant tomber amoureux d'une femme chauve-souris, avec qui il essaye de sortir malgré sa phobie. C'est une intrigue filée sur plusieurs épisodes. Dans Cosmocats 2011, la comparaison avec Tigro, Felibel et Starlion permet de le trouver plus sympathique que les autres parce qu'il est expérimenté, donc plus crédible quand il donne son opinion, mais c'est quand même un gros con un peu crétin, donc c'est pas lui qui relèvera le niveau. Au final, ceux qui changent le moins d'une série sur l'autre sont Willy Kit et Willy Cat, qui restent globalement toujours les mêmes personnages. Dans la série des années 80, ils ne se distinguent l'un de l'autre que très légèrement par le fait que Willy Cat, le garçon, est un peu plus fier et peut-être un peu plus impulsif que Willy Kit, la fille. Si la série de 2011 suit mollement cette tendance car elle ne demande qu'à sauter à pieds joints dans le cliché de la fille raisonnable et du garçon tête brûlée, Roar la refuse en rendant Willy Kit plus tête brûlée, c'est elle qui a le pouvoir de faire la toupie comme Taz, et Willy Cat plus réfléchi. De fait, seul Roar fait des Cosmochatons deux personnages vraiment distincts. Que ce soit dans la série des années 80 ou dans celle de 2011, Willy Kit et Willy Cat sont quasiment un personnage à deux têtes. Ils sont vifs d'esprit et suffisamment autonomes et matures pour rejoindre une équipe d'adultes sans peser sur eux comme des boulets, mais ils ont tout de même un caractère d'enfant en ceci qu'ils passent le plus clair de leur temps à s'amuser, faire des farces, voire des larcins, ce sont des voleurs professionnels dans 2011 et ils jouent un peu le rôle de Pierre-Louis de Johan et Pierre-Louis dans l'équipe des années 80, et effectuer des acrobaties plus ou moins dangereuses pour vérifier qu'ils en sont capables. Comme on disait, dans la série des années 80, cette histoire de capsule cryogénique qui a laissé Starlion devenir adulte et pas Willy Kit et Willy Cat oblige à se poser la question de si ce sont réellement des enfants ou juste des nains. Mais le reste de l'équipe les traite comme des enfants et parle du fait que Willy Kit et Willy Cat sont des enfants comme si Starlion n'en était pas un. Dans les épisodes tardifs, ils sont souvent absents de l'intrigue, sans que ça suscite de commentaires de la part des personnages présents. Ce qui nous amène à nous poser la question de s'ils seraient pas, en fait, scolarisés dans une école de la 3ème Terre, et du coup, absents de la tanière au moment de l'action. Ça semble corroboré quand, à la fin d'un épisode, on apprend que s'ils étaient absents ce jour-là, c'est parce que Tigro les avait emmenés en formation de survivalisme en pleine nature. Roar parodiera ça dans un épisode où les Cosmochatons, furieux d'être emmenés en classe verte par Tigro, finissent par réaliser que la nature c'est comme les jeux vidéo et trouver ça fun. Si la série de 2011 ne change pas beaucoup les personnages des Cosmochatons par rapport à ce qu'ils étaient dans la série des années 80, elle leur rajoute tout de même un passé douloureux et un objectif personnel, ce qui permet à la fois de confirmer de but en blanc que ce sont bien des enfants, et de justifier leur présence dans l'intrigue. Ce sont les deux aînés d'une famille de paysans qui se retrouvent dans la misère suite à la mort du père dans une tempête. Ils décident de fuguer pour que leur mère ait moins de bouche à nourrir, mais espèrent trouver le chemin d'une cité légendaire
secondaires où les attend une fortune suffisamment grande pour sortir leur famille de la misère. La rude réalité les ayant rattrapés sur le chemin de leur objectif, ils ont été obligés de devenir pickpocket et musiciens des rues. Willy Kid joue de l'ocarina, ce qui quand elle veut lui permet d'hypnotiser ses auditeurs, et quand elle veut, sert juste à faire de la musique. La scène où elle se lie d'amitié avec tout un village d'éléphants en leur jouant la chanson que chantait tout le temps sa mère est sans doute la plus belle scène de la série, et celle qui me fait le plus regretter qu'elle ne soit pas plus réussie. Voilà pour Willy Kid et Willy Cat, et du coup, voilà pour l'équipe des héros. Comment ça, voilà pour l'équipe des héros? T'en as oublié un, le plus important? Oh, Oh, c'est tout ce que tu trouves à dire? J'en reviens pas que tu viennes de résumer 3 séries Cosmocats et de faire une présentation détaillée de chaque personnage sans prononcer une seule fois le nom de Snarf. Et on parle pas de ouais, snarf, c'est agréable. ça n'a rien d'absurde. Le fait est qu'on peut présenter le pitch et les concepts sans évoquer Snarf et sans trahir l'état d'esprit de Cosmocats pour autant. On connaît d'ailleurs le cas d'une personne qui, bien qu'ayant regardé la série dans les années 80, est tombée des nues en découvrant l'existence de Snarf dans un épisode de South Park. Il avait complètement occulté sa présence dans la série d'origine et réinventé chaque épisode dans sa tête en supprimant Snarf. Pourtant, même si le Snarf des années 80, à première vue avec sa voix de Sammy dans Scooby-Doo, est parti pour être la mascotte énervante qu'on a très envie d'oublier, non seulement ça se révèle être un personnage tout à fait tolérable et même touchant au fil des épisodes, mais en plus c'est le gariste ultime. Il appartient à une espèce d'animaux quasi divins au même nom que lui, les Snarf, alliés des Cosmocats depuis plusieurs générations, qui sont tellement purs qu'ils ne peuvent être corrompus par rien, résistent à toute forme de magie, ont une physiologie spéciale leur donnant des capacités spéciales, et sont capables d'à peu près tout ce que le scénario exigera d'eux. Le Snarf principal de notre histoire, dont le vrai prénom est Osbert, mais comme il le déteste, il tient à ce que ses compagnons Cosmocats l'appellent du nom de son espèce, est le gardien, la nounou et l'animal de compagnie du prince. Il a vraisemblablement joué un rôle essentiel dans son éducation, et il est le seul membre de l'équipe avec qui Starlion s'autorise encore à jouer comme un enfant, et encore. Regarde-moi, voyons, je suis trop grand pour ce genre de jeu. Snarf, mais c'est pas vrai, chaque fois que je veux faire plaisir à quelqu'un, ça se retourne contre moi. Un tic de langage qui, si sa voix de Sammy dans Scooby-Doo n'y suffisait pas, devrait en toute logique le rendre insupportable. Il ponctue toutes ses phrases d'interjection snarf. De temps en temps, il intègre même cette interjection au cœur de ses phrases façon langage des Schtroumpfs. Entre autres, il se plaint qu'à peu près tout soit un Snarf-Digo. Tout ça, ce serait pas un air Snarf-Digo? Je vous le demande. Tous les épisodes de la saison 1 en VF se terminent par cette phrase que visiblement les traducteurs ont trouvée hilarante. Et ça, c'est pas un air Snarf-Digo? Même quand Snarf n'est pas présent à la conclusion de l'épisode. Et si j'étais là, je dirais c'est pas un air Snarf-Digo? Parfois, c'est même Boomerang qui fait la blague pour lui. Et ce ne sera pas, comme ils disent, un Snarf-Digo. Le pire, c'est qu'on finit par être conditionné pour de vrai à rire de ça. Faut pas croire, Snarf fait aussi des blagues drôles dans les épisodes. Et c'est la dernière fois que je joue un rôle comique. La prochaine fois, j'espère avoir un rôle plus sérieux. Et vous verrez alors qui est le véritable Snarf. Tu sais ce qu'on raconte? Non, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que dans tout grand comique, il se cache un Hamlet. Et oui, et on fait pas d'Hamlet sans casser les œufs. C'est pas un air Snarf-Digo, ça? C'est pas drôle à ce point. Si. Les Snarf en tant qu'espèce sont un peu un gros flou artistique avec lequel la série peut se permettre un peu tout ce qu'elle veut. C'était une espèce pensante vivant sur Thundera et qui avait vraisemblablement vocation à soutenir les Thunderiens en échange d'on ne sait trop quoi, peut-être leur protection, mais leur plan d'évacuation à eux a visiblement mieux marché que celui des Thunderiens, puisqu'à part Osbert, ils ont tous trouvé refuge sur une planète où ils ont réussi à rebâtir une civilisation tout à fait fonctionnelle, où il y a même des universités vu que le neveu d'Osbert, Snarfer, en est sorti diplômé en ingénierie. C'était l'époque des personnages juniors plus doués que leurs aînés. Objection votre honneur, Osbert est surnaturellement doué. Il peut utiliser l'épée d'Omance, ce que normalement seul Starlion peut faire, il détecte tout de suite quand il y a un problème avec quelqu'un, comme toute bonne mascotte connectée à la vérité suprême de l'univers qui se respecte, et il réussit même à voler les pouvoirs de Moomra le temps d'un épisode. Antique esprit du mal, transformez ce misérable corps de chien en celui de Snarfra, l'éternel Snarf. D'accord, mais Snarfer, lui, est ingénieur. Bref, on découvre la survie de l'espèce des Snarf le jour où les mutants décident de faire pression sur les Cosmocats en en capturant un, qui se révélera donc être Snarfer, le neveu du Snarf des Cosmocats, et en s'en servant comme otage. Apprenant l'existence d'une planète des Snarf, et constatant que Starlion se débrouille très bien en tant qu'adulte maintenant, Snarf envisage de quitter les Cosmocats pour aller vivre avec son espèce. Il choisit tout de même de rester avec Starlion au grand bonheur de celui-ci. Ce serait très émouvant si c'était pas un peu bizarre. Rien n'empêche Snarf de prendre quelques congés pour aller voir sa famille et revenir après, non?
Dans les épisodes suivants, Snarfer fait très régulièrement l'aller et retour entre la 3e Terre et la planète des Snarfs. Ce qui est absurde sachant que supposément on est censé se cryogéniser pendant des années pour voyager entre les planètes. Enfin peu importe. Vient ensuite la reconstruction de Thundera par Mumm-Ra, et on constate qu'en plus d'avoir recollé les morceaux de Thundera, Mumm-Ra a également retéléporté toute la population des Snarfs sur la planète ainsi reconstituée pour les faire travailler comme esclaves. Ça va peut-être sans dire, mais ça va mieux en le disant. Quand on raconte comme ça, c'est parce qu'on essaye de donner un sens à des événements qui n'en ont aucun. L'explication avancée par Felibel à la présence d'êtres vivants sur la nouvelle Thundera est qu'ils avaient survécu sur de gros débris de la planète avant qu'elle soit reconstruite, mais elle dit ça bien avant qu'on découvre que Mumm-Ra a réduit les Snarfs en esclavage. En tout cas, quelle que soit la raison de la présence des Snarfs sur la Thundera reconstituée, quitte à être là, les Snarfs décident d'y rester une fois libérés par les Cosmocats. De toute façon, c'est le moment du scénario où on commence à réaliser que plein de Thunderiens ont survécu à l'explosion de leur planète et qu'il faut les rapatrier. Donc il y a besoin de petites mains pour aider à la reconstruction. En tout cas, notre Snarf, celui qu'on suit depuis le début, a l'occasion de revoir sa famille étendue, constituée de son neveu déjà évoqué, et de ses deux cousins, Oswald et Egbert, qui, selon l'épisode, peuvent prendre le rôle du Snarf du jour. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours un Snarf dans l'épisode. Quand celui qu'on connaît n'est pas là, on en met un autre. A priori, Snarf fait partie des Cosmocats. Il entend les appels lancés par les pédomances comme les autres, et ses yeux s'illuminent comme ceux des autres quand ça arrive. En revanche, si un événement se produit qui détruit le pouvoir des Cosmocats, il est le seul à ne pas en être affecté. Mais c'est peut-être les spécificités de son espèce de garistou animalier. Bref, vous l'avez compris, Snarf est l'alpha et l'oméga. Snarf est l'incontournable. Snarf est tout. Il ne faut jamais. Du verbe faillir. Il résiste à tout contrôle mental parce qu'il a le cœur complètement pur, et sa badasserie atteint de tels sommets qu'il est même capable de voler les pouvoirs de Mumm-Ra le temps d'un épisode. Comment les autres séries vont gérer ça ? 2011 fait le choix de la facilité en faisant un petit animal mignon qui ne parle pas, agit à peine, et tout au plus suffisamment connecté à la vérité suprême de l'univers pour manifester silencieusement sa désapprobation à son maître quand celui-ci fait des conneries. Roar, par contre, a bien compris ce qu'était Snarf, et a décidé d'en faire un robot en scénarium. Oui, le Snarf de Roar reste muet, mais il s'agit d'un robot transformable qui a la capacité de se transformer toujours en l'objet dont les héros ont besoin dans la situation où ils sont. Ils n'ont certes pas osé en faire un demi-dieu comme dans la série d'origine, mais ils ont quand même compris que Snarf était censé être le badass ultime. Avec un truc comme ça dans l'équipe des héros, le méchant a intérêt à être à la hauteur. Il n'est pas plus que ça en réalité. Il est beaucoup moins charismatique que Moonstar dans Silverhawks. Il est clairement conçu pour fonctionner en tant que méchant parodique. 2011 s'en sort comme elle peut pour le rendre sérieux malgré le fait que, c'est une momie quoi. Et y arriverait sans doute si elle n'était pas persuadée que la cohérence, c'est le nom d'une réaction chimique. Mais faut bien reconnaître que le concept de base n'est pas très porteur. C'est bien pour ça que les trucs les plus marquants à retenir à son sujet, c'est qu'il a un chien qu'il aime sincèrement, absent de la série de 2011 qui essaye de le rendre sérieux, et qu'il est amoureux de Tigro dans Roar. Dans la série des années 80, à l'instar de tout un tas d'autres éléments de background, on ne sait pas trop quel est le délire avec Mumm-Ra. Il a deux formes. D'abord, sa forme décrépite de momie, dans laquelle il est extrêmement faible, et doit passer l'essentiel de son temps à dormir dans un sarcophage pour se maintenir en forme. A priori, s'il n'y retourne pas, la seule chose qu'il risque, c'est de devenir trop faible pour bouger. En tant que mort, il ne peut pas mourir. Et quand il a besoin de descendre personnellement sur le terrain pour se battre, il récite une incantation à l'attention des anciens esprits du mal, des statues évoquant des dieux égyptiens qui trônent dans sa pyramide. Pendant une bonne partie de la série, on croit que ce ne sont que des statues magiques, mais au bout d'un moment, elles lui répondent. Elle l'engueule même de pas faire assez bien son boulot de super vilain. Muets ou bavards, les esprits du mal, quand ils sont invoqués, donnent à Mumm-Ra une forme badass appelée Mumm-Ra l'éternel vivant, et des pouvoirs suffisamment honorables pour tenir tête à Starlion et à l'épée d'Omance. Bien qu'étant des créatures sentientes, ces esprits du mal ne sont pas très attentifs, parce que pour peu qu'on récite à peu près correctement l'incantation, ils donnent ses pouvoirs à n'importe qui. Snarf n'est pas n'importe qui. Bon, Roar considère qu'il les donnerait à n'importe qui. On peut supposer que la forme badass est celle que Mumm-Ra avait en permanence dans un passé lointain où il était le maître du monde et que les esprits du mal lui accordent simplement, périodiquement, de récupérer ses pouvoirs. J'aimerais dire de son vivant, mais il n'est même pas certain qu'il ait un jour été vivant. Il a plutôt l'air d'être une incarnation du mal à l'état pur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il justifie son immortalité, et il a une contrepartie féminine qui est l'incarnation du bien. Dans la série de 2011, c'est un conquérant intergalactique, responsable de l'arrivée de toutes les créatures animaloïdes sur la 3ème Terre. Il est lui-même une sorte de chauve-souris, visiblement. Sa cape des années 80 devient une paire d'ailes. Il y a eu une vague tentative de rationaliser ses pouvoirs, mais... au final, pas trop. Et son origine de tyran intergalactique explique encore moins pourquoi c'est une momie. Au final, ce qui est le plus marquant concernant Mumm-Ra, c'est sa faiblesse assez atypique. Il est extrêmement fort, mais la noirceur de son âme est tellement visible sur son visage qu'il ne peut pas supporter la vision de son propre reflet. Alors,
Les personnages disent que c'est ça son problème avec son reflet, mais je trouve que ça tient pas la route. Même transformé, le reflet qui lui apparaît dans un miroir est celui de la momie. Pour moi, c'est évident que c'est le fait de constater qu'il est mort qui lui fait cet effet-là. Ça l'empêche de continuer de faire comme s'il était vivant, comme Vil Coyote qui peut courir dans le vide, sauf s'il regarde en bas et constate qu'il n'y a rien sous ses pieds. Mais bon, du coup, quelle qu'en soit la raison, pour mettre Mumm-Ra en déroute, il suffit que Starlion lui montre son reflet dans l'épée d'Omance. C'est ballot. Il y a une feinte. Mumm-Ra peut utiliser des lunettes pour son problème de reflet. Le sérieux n'était pas la vocation première des séries des années 80. De toute façon, la série finit par abandonner purement et simplement cette histoire de reflet. Les esprits du mal accordent à Mumm-Ra de surmonter son handicap. Note d'ailleurs qu'à partir de ce moment-là, son reflet le montre transformé. C'est bien la preuve que son problème c'était de constater qu'en réalité il est une momie et pas un gros monsieur musclé. Adapte le changement d'attitude des esprits du mal et des pouvoirs de Mumm-Ra en déclarant que si les esprits du mal ont été silencieux pendant le début de la série, c'est parce que leur prise était débranchée. Le but premier de Mumm-Ra est de s'emparer de l'épée d'Omance et du joyau qu'elle renferme, l'œil de Thundera. Quand il devient clair qu'il ne peut de toute façon pas y toucher parce qu'il est trop méchant, il renonce à ce projet pour celui, simplement, de tuer les Cosmocats afin de redevenir, nominalement, le maître de la Troisième Terre. Je dis nominalement parce qu'on a l'impression qu'avant de s'intéresser aux nouveaux habitants de la planète, il dormait juste, satisfait d'être le maître du monde par défaut. Mais si la menace que représentait Mondstar dans Silverhawks était relativement claire et véhiculée par son apparence, celle que pose Mumm-Ra, plus ambiguë vu qu'il est plus laid qu'intimidant et inactif sauf quand il l'est pas, est tout de même rendue réelle en mettant en scène la population en danger. On a évoqué les Griselours à la voix insupportable, qui sont un peuple d'ours robots passionnés de bricolage, un peu trop dévoués aux autres pour leur propre bien, mais il y a aussi, sur la Troisième Terre, toutes sortes de créatures plus ou moins pacifiques, pouvant aller du chien anthropomorphique à la licorne, de l'elfe au yéti, du morse au bulldog des cavernes. À part l'occasionnel savant sorti de nulle part, a priori, il n'y a qu'une seule espèce d'humain classique sur la Troisième Terre, une tribu d'Amazon. Enfin, elles nous disent qu'elles sont une tribu, mais pendant une partie de la série, on n'en voit que 2, au point qu'on doute de l'existence des autres. T'es mauvaise langue, on en voit plein dans l'épisode 52. Eh ben, il était temps! Déjà que la série a mis 32 épisodes à nous révéler le prénom de la deuxième, et encore plus à nous révéler que la première, Willa, la reine de son village, est la sœur de l'autre. Ces Amazones seront absentes de la série de 2011, où il n'y a que des animaux anthropomorphisés et des créatures fantastiques. Cosmocats Roar les utilisera comme antagonistes dans un épisode centré sur le caractère belliqueux de Will Kit. Bon, du coup, la Troisième Terre a une population très variée, et comme si ça n'était pas déjà assez compliqué, il y a des Cosmocats et des mutants qui y débarquent. Les mutants ont leurs propres objectifs, et ne servent Mumm-Ra que dans la mesure où ses buts se recoupent avec les leurs. Mais ils sont là en tant que représentants de leur armée de la planète Plundar, qui est beaucoup plus nombreuse que l'équipe de 4 qu'on voit à tous les épisodes. Ces mutants de l'équipe permanente ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre dans une série des années 80 qui n'a pas vocation à être sérieuse, des personnages interchangeables au caractère mal défini. Il y a le petit sergent-chef très jaloux de son autorité, le bricoleur un peu plus intelligent que les autres qui est désespéré d'avoir à scoltiner des andouilles comme partenaire, le balèze plus puissant que les autres et d'assez mauvais caractère, et celui qui a des rêves d'indépendance et trahit régulièrement les autres pour faire cavalier seul, potentiellement parce qu'il est trop bête pour réaliser que c'est bête. Cosmocats Roar prendra ça au pied de la lettre et en fera un véritable imbécile heureux. On vous dit pas leur nom parce que la VF a tendance à les changer au fil du temps. Retenez qu'ils sont respectivement un lézard, un vautour, un gorille et un chacal. 2011 déconnectera leurs origines et en fera globalement des personnages plus effrayants et plus redoutables que Mumm-Ra recrutera lorsqu'il aura besoin d'hommes de main violents. Roar les utilisera comme elle utilise Mumm-Ra. Sans les rendre sympathiques, elle les rend tout de même suffisamment intéressants pour que, le jour où ils sont obligés de détruire leur propre planète pour survivre et en sont désespérés, on ait de la peine pour eux. Pour en revenir aux gentils, nous n'avons pas encore évoqué le fantôme de Jedi qui suit Starlion partout, dans les 3 continuités. Oui, d'ailleurs, dans la série des années 80, ça a quelque chose d'un peu étrange. Jaga est un personnage qui meurt dans le premier épisode. Les héros l'ont connu de son vivant. Starlion est si attaché à lui qu'il pousse un cri de midinette chaque fois que le fantôme de Jedi apparaît pour lui donner des conseils. Jaga. Mais les Cosmocats ont l'air de le considérer comme une sorte de dieu. En tout cas, ils jurent par lui. Chaque fois que je veux faire quelque chose ici, je me retrouve avec toi sur les bras. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Jaga? 2011 rationalise le fait que Jaga devienne un fantôme de Jedi, comme elle le fait pour pas mal de trucs. Jaga? Bizarrement, ça n'a pas grand chose à voir avec le fait que c'est effectivement un Jedi. Non, c'est grâce au pouvoir du livre d'Omance, destiné à guider le seigneur des Cosmocats, que l'âme de Jaga arrive à perdurer en tant que fantôme. Du coup, ces apparitions ne peuvent se faire qu'à certaines conditions très précises, et ne posent pas le problème qu'elles posent dans les années 80, à savoir qu'il n'y a jamais de vrais soucis, puisque les problèmes que l'épée d'Omance ne résout pas, c'est le fantôme de Jaga qui les résoudra en apparaissant à Starlion pour lui donner la bonne réponse au bon moment. Roar résout ça comme pas mal d'autres choses, en faisant un gag.
Le fantôme de Jedi de Jaga, qui ne commence à interagir avec les héros qu'après qu'il l'ait récupéré dans une autre dimension, est un type assez facétieux, qui ne dit aux Cosmocats que ce qu'il veut et de la manière qu'il veut, et pas forcément de façon très sage. Il est capable par exemple de révéler accidentellement au cours d'une leçon de morale que c'est lui qui a provoqué la destruction de Thundera en jetant un artefact très dangereux, l'épée de Plundar, dans son noyau. C'est réellement ce qui s'est passé dans la série des années 80, et vu que les auteurs des années 80 n'y ont pas vu le moins de problème, c'est très satisfaisant de voir Jaga se faire engueuler pour ça dans Roar. Roar est vraiment une série très drôle à voir après la série des années 80. Et très experte. J'étais persuadée qu'à part nous, tout le monde aurait oublié ce détail de Jaga qui détruit Thundera en étant un peu con. Remarque, l'histoire de l'épée de Plundar enfouie par Jaga dans les entrailles de la Terre, c'était aussi dans la série de 2011. Oui, mais pas le fait que ça détruit la planète. Par contre, dans Roar, tous les Cosmocats peuvent voir Jaga, alors que dans la série des années 80, il n'apparaissait qu'à Starion. Pour continuer sur les gentils, nous n'avons pas non plus présenté les membres de l'équipe tardive, qui apparaissent à partir de la saison 2 de la série des années 80. Ils sont 3, 2 jeunes et un vieux. Le vieux Linkso a perdu la vue lors de la destruction de Thundera, mais ça lui a permis de développer ses autres sens et l'a rendu plus clairvoyant que n'importe qui, à la façon de Shiryu dans les Chevaliers du Zodiaque. Les dialogues insistent énormément sur le fait que les interfaces qu'il utilise sont en braille. Pumira, la jeune femme, a un pouvoir un peu étrange qui consiste à faire des sauts. C'est une sorte de pas de lune de One Piece, c'est pas très clair. Mais son arme est un fouet en tout cas. Bengali, le jeune homme... Bengali ne sert à rien. Ça commençait à faire beaucoup trop de personnages à gérer. A priori, je crois qu'il faut comprendre que Bengali est un forgeron et qu'il a le pouvoir de réparer les pédomances quand elles cassent. Mais c'est un ressort scénaristique qu'on ne peut pas utiliser très souvent, et l'équipe principale ne manquait déjà pas de réparateur. Son arme est un marteau, mais il a peu d'occasion de s'en servir parce que les héros étant devenus trop nombreux, on ne peut pas toujours les faire tous intervenir dans l'épisode. C'est très souvent Bengali qui reste en base arrière. Bengali ne sert à rien. La série elle-même le dit. Tout ça est inutile, Bengali. Je reconnais que tu es courageux, mais tu ne sers vraiment à rien. D'ailleurs, si 2011 fait apparaître Linkso en caméo au début et fait de Pumira un personnage important des derniers épisodes, de Bengali, nulle trace. Nulle trace d'aucun des 3 dans Roar, sinon. Ou alors on a oublié. Il n'y avait pas grand chose à parodier dans ces personnages. Ils sont sympas, plaisants à suivre, ils n'enlèvent rien à la série, mais ils n'y apportent pas grand chose. Et ils posent problème parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans le Tank Attack, le véhicule des Cosmocats. C'est pas comme le Skid Bladnir qui contient un 9 skid pour William qui ne sera jamais utilisé. Cosmocats c'est quand même une série destinée à vendre des jouets. Alors bien sûr que les Cosmocats sont un véhicule construit et peaufiné par Pantero au fil des épisodes, et ce dans les 3 séries. Oui, même 2011, où Pantero a vécu dans une civilisation sans technologie jusqu'à très tard dans sa vie adulte et a eu maximum 5 ans pour acquérir des compétences avancées en ingénierie alors qu'il était occupé à fuir les armées de reptiles qu'il poursuivait de partout, ne lui laissant probablement pas le temps d'aller à l'université d'ingénierie pour décrocher un diplôme en électronique, contrairement à Snarfer. Et me dites pas que c'est parce que c'est un génie. Le Tank Attack est un engin puissant, indestructible, dangereux, mais il a un point faible. Il est incapable de franchir les gouffres. Non, aucune raison particulière, il en est juste incapable. Je sais pas si c'est fait exprès, mais du coup c'est une constante dans les 3 séries. Roar en fait des gags, comme d'à peu près tout. Les gouffres, c'est son Tundranium à lui. Ceci dit, c'est pas plus mal qu'il ait une faiblesse, c'est mieux que d'être constitué de scénarium comme l'épée d'Omance. Ah, l'épée d'Omance. Parlons-en de l'épée d'Omance. Dans la série de 2011, l'intrigue de l'épée d'Omance, et par extension de l'épée de Plundar, puisque l'épée d'Omance a été créée pour rivaliser avec l'épée de Plundar qui était l'épée de Mumra, est sans doute la partie la plus approfondie et la plus cohérente, même si ça ne veut pas dire grand chose vu combien on part de bas. L'épée d'Omance est incomplète en l'état, et les Cosmocats doivent retrouver 3 pierres magiques en plus de celles qu'ils ont déjà pour libérer son pouvoir. Mumra doit trouver les 3 mêmes pierres avant eux pour compléter sa propre épée. C'est l'intrigue principale, c'est une course. Des fois c'est les héros qui gagnent, des fois c'est Mumra, et dans les 2 cas, il suffit aux perdants d'envisager de voler leur trophée aux gagnants pour que l'histoire continue. C'est classique mais efficace, mais surtout ça a le mérite de donner un sens à ces histoires d'épée d'Omance et de Plundar qui, dans la série des années 80, n'en avaient vraiment pas beaucoup. Dans la série des années 80, et c'est du coup caricaturé dans Roar, l'épée d'Omance est toujours la solution à tout. Les épisodes ne durent 20 minutes que parce que ça prend 20 minutes à Starion d'envisager de s'en servir. Il a une tendance assez crispante à oublier qu'il a cet atout dans sa manche. C'est-à-dire que les pouvoirs de l'épée sont si variés et improbables qu'il est difficile de se les rappeler tous. Elle revient dans la main de son propriétaire quand on l'appelle, octroie la vision par-delà la vision qui permet de voir comment se passent les choses ailleurs, lance un signal de détresse qui apparemment est à la fois un message télépathique qui fait briller les yeux des Cosmocats et un vrai disque solide projeté dans le ciel, on peut le casser. Elle peut également convoquer une grosse panthère de lumière qui prend le méchant dans sa gueule et l'envoie ailleurs, et elle peut même réparer des bâtiments sans que Starion le fasse exprès. En fait, la seule chose à laquelle elle ne sert pas, c'est au duel à l'épée. Dans une série américaine des années 80, on n'a pas le droit de se battre de façon réaliste.
T'es méchante. Y a de vrais duels à l'épée parfois. L'un d'eux est contre le roi Arthur, donc je sais pas si ça compte. Le roi Arthur? Alors la troisième terre est bien notre terre dans le futur en fait. C'est pas clair, c'est vraiment pas clair. Dans Cosmocats 2011, les animaux anthropomorphisés viennent tous du vaisseau de Mumra, qui était un conquérant de l'espace avec de multiples espèces différentes d'esclaves. Et on sait pas trop comment était la troisième terre avant que le vaisseau de Mumra se crache dessus avec ses passagers. Mais vu que plusieurs créatures un peu différentes des animaux anthropomorphisés la peuplent, il semble assez clair que c'est une planète de fantasy très éloignée de la nôtre. Mais la série des années 80 n'arrête pas de créer l'ambiguïté en faisant des appels du pied du style de la référence au roi Arthur. Comme dit au début, à la base, la troisième terre s'appelle ainsi parce que c'est la troisième du système solaire que les héros trouvent. Mais comme dit également au début, on sous-entend qu'il y a eu une première et une deuxième terre. Au sens, c'est la troisième planète que les Thundériens colonisent, Thundera serait la deuxième terre du coup, et la première terre aurait été notre planète? Ou au sens, ces trois planètes qui se sont succédées et la première était notre terre? On sait pas du tout. D'un côté, le roi Arthur fait partie du passé de la troisième terre, mais d'un autre, les Thundériens ont soi-disant affronté Mumra sur Thundera dans le passé. Ça devient confusionnant. À défaut d'autres raisons plausibles, on peut supposer que si la troisième terre s'appelle la troisième terre dans 2011, c'est bien parce que c'est la troisième planète que Mumra et ses anciens esclaves colonisent. Ce qui est sûr, c'est que dans Cosmocats Roar, c'est non précisé. Cosmocats Roar a la limite de l'humour pour ne pas chercher à expliquer ce qui n'est pas marrant à expliquer, mais bon, la différence entre le Tundrillium et le Tundranium, c'était pas forcément plus rigolo que ça non plus, et la série s'est quand même fendue d'un petit commentaire dessus. Alors disons que si Cosmocats Roar ne dit rien sur l'origine de la troisième terre, c'est qu'il n'y a rien à dire, et que c'est tranché, l'univers de Cosmocats n'est absolument pas le futur de notre univers à nous. Peut-être que Roar aurait fini par trancher si elle avait eu une fin. Car elle n'en a pas. Comme dit précédemment, l'intrigue de Starlion est laissée en suspens, donc clairement la série s'est interrompue prématurément. La série des années 80, quant à elle, contre toute attente, a une fin. Enfin, elle a une première fin, puis une saison supplémentaire faisant suite à cette fin. Passons, qui se conclut par une autre fin, plus conclusive que la première par certains aspects, et moins par d'autres. C'est surprenant pour une série américaine de cette époque, donc très appréciable. Le concept de Cosmocats n'a rien d'extraordinaire quand on y réfléchit. Il tient principalement sur les chara-design et le délire décomplexé qu'ils permettent. Mais la richesse de la première série et de ses héritières ne vient pas du concept de base, mais de la manière dont il a été utilisé. La série des années 80 a su aller à fond dans son trip et rester plaisante jusqu'à des épisodes très tardifs. La série de 2011 a vraisemblablement implosé dès le départ, et c'est un sacré potentiel gâché. Roar est une série très drôle indépendamment du fait d'être une parodie, et c'est également une excellente parodie. Pour toutes ces raisons, les séries Cosmocats méritent qu'on s'en souvienne. Cosmocats extraterrestres, Cosmocats c'est vous, qui avez tous les pouvoirs, Cosmocats à vous. Cosmocats. Cosmocats.